Dans l'actualité de ce jour, l'église Sema de Yopougon-Niangon à Abidjan a procédé à la pose de la première pierre de son nouveau temple. C'était lors de sa fête annuelle de reconnaissance à Dieu. Au Gabon, les assises annuelles de la communauté évangélique de Port-Gentil se sont déroulées du 25 au 26 février 2017 sous le thème « L'unité dans l'œuvre de Dieu ». La chapelle de vie de Libreville a, elle, observé la semaine du pasteur du 24 au 26 février. L'archevêque J.P. Akman en était l'invité spécial. Actualité africaine, les médecins du Kenya ont mis fin à leur grève qui durait depuis 3 mois après un accord avec le gouvernement. Enfin, à l'international en France, François Fillon a été mis en examen dans le cadre de l'enquête des emplois fictifs de ses proches. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Au chapitre Religion, l'église évangélique Sema de Yopougon-Niangon à Abidjan va se doter d'un nouveau temple. La pose de la première pierre de cet édifice s'est faite le dimanche 12 mars 2017 en marge de la fête annuelle de reconnaissance à Dieu de la dite église. Et Béni TV y était pour vous. Menés par les principaux dignitaires de l'église, les chrétiens évangéliques Sema de Yopougon-Niangon Nord ont fait nombreux les déplacements le dimanche 12 mars 2017 à l'occasion de la fête annuelle de reconnaissance à Dieu. L'édition 2017 de cette fête de reconnaissance a revêtu un cachet spécial, une belle occasion pour louer l'Éternel avec de nombreux chantres invités. Différents discours ont situé le cadre de cette fête avant que les responsables à la construction du nouveau temple ne présentent le futur temple Sema. D'une capacité de 1000 places, le nouveau temple Sema est un bâtiment R+2 qui comporte également les bureaux de l'administration. L'orateur du jour, l'évangéliste Sylvain Yao, en langue nationale, a exhorté les chrétiens à s'impliquer dans la réalisation de cette œuvre. Son message a été suivi par des offrandes et dons pour la construction du temple, avant le symbolique moment de la pose de la première pierre. Et qui va servir à la gloire de notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. L'œuvre est grande et la tâche sera difficile, mais pour les dirigeants de l'église Sema, les chrétiens y parviendront dans la solidarité et avec le soutien de l'Éternel des armées. Le peuple est prêt parce que au départ, c'était un agrandissement du temple qu'on voulait faire. Et là, le peuple a dit, oh, on voit les autres églises bâties de grands temples. Et que nous, en tout cas, nous voulons être partants dans cette vision de rebâtir un nouveau temple. Ce qui amène les peuples qui existaient avant à vouloir d'autres endroits pour accueillir tous ceux qui se convertissent. Construire un nouveau temple plus grand que l'ancien ici à Niangon est signe que notre communauté de Niangon est vivante. Elle va qu'à ses occupations, dont la première est d'évangéliser. Et nous en bénissons le Seigneur. Un culte spécial de présentation de vœux au révérend prophète Ézéchiel Séa a eu lieu le 12 mars 2017 à l'église évangélique La Puissance de la Foi d'Abobo Kennedy à Abidjan. Guylaine Conan nous en dit davantage. Ovation, cris, acclamations. C'est dans ce décor de joie que le révérend prophète Ézéchiel Séa et sa petite famille font leur entrée au sein de l'église évangélique Puissance de la Foi d'Abobo Kennedy. C'était à l'occasion du culte spécial de présentation de vœux au révérend prophète Ézéchiel Séa. Des cantiques d'adoration et de repentance ont été préalablement exécutés par le brillantissime groupe musical Les Chérubins. Par la présence d'illustres serviteurs de Dieu, dont le prophète Élie du Nigeria et la prophétesse Alexandrine Cassie, le culte a évolué dans une sphère de feu avec l'exhortation de l'évangéliste Timothée de la Chambre Haute sur le thème « Je refuse de semer pour que quelqu'un d'autre moissonne à ma place », thème soutenu par le livre de Juges chapitre 6. Enfin, comme la cerise sur le gâteau, la cérémonie de présentation de vœux est venue pour couronner le culte.
Au menu, accolades et nombreux présents offerts par le conseil et tous les départements de l'église. Et, pour sublimer ce moment, l'épouse du prophète lui adresse des souhaits attendrissants. Papa, je vais te lever la voix pour prier à mon Dieu qui te protège, qui t'assiste, qui te bénisse puissamment pour tous les efforts que tu fais tellement que nous sommes. Tant à la maison, à l'église, que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te lève puissamment. Sensible à tant d'honneur, le révérend prophète Ézéchiel Séa exprime sa gratitude à l'endroit du peuple de Dieu et formule à son tour des vœux de paix pour la nation. Je voulais dire vraiment merci à toute la nation ivoirienne et merci aussi également à tout le peuple du corps du Christ. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et je suis vraiment heureux d'être vraiment honoré par son peuple. C'est sur une prestation de l'artiste chantre Aude Myriam que le culte spécial, empreint de convivialité et de vie, prend fin pour faire place à un repas copié. Sur les ailes de la foi, tel est le titre du second album musical du pasteur Mohamed Sanogo, président des églises Vase d'honneur. La présentation de ce second opus du pasteur chantre s'est déroulée le vendredi 3 mars 2017. Reportage. Président de l'organisation chrétienne Message de Vie et pasteur principal des églises Vase d'honneur, Mohamed Sanogo nous a présenté en exclusivité ce vendredi 3 mars 2017 son deuxième album. Porté par l'incroyable succès de son premier opus, Persévérer, sorti en 2012, celui qui se définit comme un profond adorateur signe son grand retour sur la scène musicale. Un retour empreint d'adoration, de célébration et de louange envers le Seigneur Jésus. Dans un décor intimiste pour ce concert dédicace dénommé Mille First, les personnes ayant fait le déplacement, même depuis l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ont été plongées dans une atmosphère d'adoration au travers des différents titres. Intitulé « Sur les ailes de la foi », cet album de 12 titres, écrit majoritairement par le pasteur Mohamed Sanogo, sonne comme une déclaration d'amour et d'admiration envers Dieu et ses hauts faits. Illustration parfaite avec ce chant « Sur les ailes de la foi ». Les textes percutants de cet album nous donnent de redécouvrir le pasteur Mohamed Sanogo dans une nouvelle dimension de foi et encore plus passionné de Christ. Mais vraiment, nous encourager à adorer Dieu, à être des adorateurs, que ce CD-là, que ces chants puissent vous aider à communier avec le Seigneur dans la présence de Dieu. C'est un album, ce sont des chants qu'il faut avoir. Je vous encourage vraiment à tous les adorateurs, j'encourage tous les adorateurs à se procurer ces chants qui vont les aider dans leur communion avec le Seigneur. Cette foi vivante, vibrante et agissante est palpable à l'écoute de ces 12 cantiques. C'est pendant près de 2 heures d'adoration et contemplation du Seigneur Jésus, avec un temps de ministère, que des personnes touchées par le Saint-Esprit ont été guéries. Cet album, qui intervient après 5 ans de silence discographique, signe un retour salué par l'assistance qui n'a pas manqué de souligner la qualité des chansons qui non seulement apaisent les cœurs affligés, mais livrent des mots d'espoir. Il est bon. Je le trouve un niveau encore plus grand que le premier. Bon, disons que chaque album a sa particularité. Là, c'est plus l'adoration et l'autre, c'est bon. Comme moi, je préfère faire plus l'adoration. Ça me sied. Le nouvel album est magnifique. C'est un album vraiment de foi et d'adorateurs. Et grâce à cet album, on sera encore de véritables adorateurs, comme les épouses de Christ que nous sommes. Voilà. Sur les ailes de la foi est une œuvre qui aura la lourde tâche de succéder, persévérer, album écoulé à des milliers d'exemplaires. Mais la performance vocale, la profondeur des textes de cet album apporte sans nul doute un lot d'adoration qui saura nous plonger dans une atmosphère de prière et de méditation. Toujours religion, mais nous nous rendons cette fois-ci au Gabon, où les assises annuelles de la communauté évangélique de Port-Gentil se sont tenues du 25 au 26 février 2017. Ces assises étaient placées sous le thème de l'unité dans l'œuvre de Dieu. Suivons ensemble ce reportage signé Béni TV Gabon. La communauté évangélique du Gabon, antenne de Port-Gentil, a tenu ses assises annuelles le week-end du 25 au 26 février 2017 sous le thème « L'unité dans l'œuvre de Dieu ».
Ce thème a été développé par l'homme de Dieu lors du culte du 26 février 2017. Aimez-vous les uns les autres, c'est comme cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce matin, le Seigneur voit la forme d'unité que nous avons ici dans cette salle. Le Seigneur voit dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée, qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que tu as comme idée envers l'autre, envers ton frère, ta soeur? Le Seigneur lit cela dans ton cœur. Il veut te sauver, il veut te bénir, il veut te délivrer, il veut te laver. Regarde l'état de ton cœur. Pour accompagner la parole, la chorale a conduit le peuple de Dieu avec de la louange. À la sortie du culte, l'homme de Dieu est revenu sur le texte de base de la parole du jour. Dans la deuxième partie de notre message, nous avons vu les conséquences de l'unité sans Dieu, sans Christ. Lorsque nous travaillons, c'est vrai qu'on travaille ensemble, mais si Christ n'est pas au milieu de nous, quelles sont les conséquences que nous pouvons endurer, que nous pouvons rencontrer? Parmi ces conséquences, nous avons cité trois essentiellement. C'est la confusion. Le Seigneur va nous confondre. Nous sommes un, mais nous travaillons sans Dieu. Nous n'avons pas la vision de Dieu en travaillant. La deuxième chose qui peut nous arriver, c'est la honte. Et enfin, ce qui peut nous arriver, c'est l'échec. La confusion, la honte et l'échec. Voilà. Toujours au Gabon, la chapelle de vie de Libreville a organisé du 24 au 26 février 2017 la semaine du pasteur. Plusieurs manifestations ont meublé cette semaine dédiée aux hommes de Dieu en présence de l'archevêque J.P. Ackman, venu spécialement de l'Angleterre. Chapelle de vie Libreville au Gabon a organisé la semaine du pasteur du 24 au 26 février 2017. Plusieurs manifestations ont eu lieu, en tout autre anniversaire de l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mebamondo. Et tout cela clôturé par un culte d'action de grâce. C'est le bishop James, venu du Cameroun, qui a emmené l'assemblée dans des forts moments de prière. Toutes les choses, tous les objets, tous les objets démoniaques qui opèrent contre nous, dehors et dedans, ce sera brûlé par le feu. Puis, l'archevêque J.P. Ackman, venu de Londres, a exhorté le peuple sur le thème « Yahvé va vous surprendre ». Il a dit, nous étions comme des personnes qui faisaient des rêves. Very soon. Mais bientôt. Soon and very soon. Bientôt et très bientôt. You are going to say, tu vas dire, I never knew I would be like je ne pensais pas que je serais comme ça. You will speak with David. Tu vas parler. And look round. Et regarder autour de toi. And say, what is my father's house? Et demander où se trouve la maison de mon père. That the Lord has blessed me like this. Parce que le Seigneur m'a tellement béni. You will be like Solomon. Tu seras comme Salomon. The queen of Sheba. La reine de Saba. Will come to you and say, viendra vers toi et dira, blessed are those who serve under the table of. Bénis soient ceux qui viennent servir sur ta table. Oh, so with me, the Lord will surprise you. Le Seigneur va te surprendre. Je suis ravi du culte et de la manière dont les prédicateurs nous ont propagé la bonne nouvelle. Ouvrons à présent la page africaine de ce journal en Guinée-Bissau où la crise politique s'est enlisée. Les adversaires politiques du président José Mario Vaz exigent sa démission et accompagnent désormais toutes ses sorties de manifestations. José Mario Vaz, président de la Guinée-Bissau, de plus en plus contesté. Alors qu'il était en tournée ce 12 mars dans la région de Gabou, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour exiger sa démission immédiate et l'organisation d'élections générales anticipées. Ses adversaires lui reprochent de se soustraire aux accords de Conakry,
signé en octobre 2016 sous la médiation du président guinéen Alpha Condé et qui prévoit en 6 points une sortie de crise. Une crise survenue après le limogeage du Premier ministre Domingos Simoes Pereira en août 2015. Quand on regarde la manière dont il est en train de gérer la situation, on sent qu'il ne souhaite pas revoir le PAIGC au devant de la scène, notamment de la gouvernance. Il ne souhaite pas que le PAIGC, notamment à travers une personne de sa confiance ou de la confiance de sa direction, puisse diriger le gouvernement jusqu'aux élections législatives de 2018. Ce 8 mars, ce sont les partisans du président qui ont manifesté devant le Parlement, réclamant l'ouverture de l'hémicycle fermé depuis plus d'1 an, empêchant ainsi le Premier ministre Umaro Sissoko Embalo de présenter son programme de politique générale. La crise politique handicape de plus en plus le pays. Les conséquences sont de plus en plus dévastatrices du point de vue économique et social. On est dans le cadre d'un gouvernement constitutionnellement illégal. Les investisseurs comme les opérateurs économiques sont réticents. La CEDEAO, qui s'étonne de ne pas voir l'accord de Conakry effectif, envisage désormais d'accélérer le retrait de l'ECOMIB, la force ouest-africaine de 550 hommes. Un signal censé faire réagir toutes les parties prenantes au conflit. Au Kenya, les médecins ont enfin mis fin à leur grève qui durait depuis plusieurs mois. Grévistes et gouvernement se sont accordés pour résoudre cette grève qui a longtemps paralysé le système sanitaire du Kenya. C'est la fin d'une grève qui a paralysé le système de santé du Kenya pendant plus de 3 mois. Ce mardi, le gouvernement et les représentants des médecins du secteur public ont annoncé avoir trouvé un accord de sortie de crise. Les détails de cette entente n'ont pas été révélés, mais les 5000 médecins grévistes réclamaient une augmentation de leur salaire et surtout des hôpitaux mieux équipés. Certains médecins ont fait état de leurs conditions de travail déplorables, devant parfois opérer sans gants, sans électricité, voire sans médicaments. L'accord met fin à un mouvement social particulièrement tendu. Pour les convaincre de reprendre le travail, le gouvernement était allé jusqu'à menacer les grévistes de licenciement et même incarcérer des représentants syndicaux en février dernier. Cette grève particulièrement longue mais cruciale pour le système de santé du pays a eu d'importantes conséquences sur l'accès aux soins des Kenyans, surtout les plus modestes. C'est également un ouf de soulagement au Libéria. Les petits entrepreneurs ont retrouvé le sourire depuis la mise en service d'un barrage près de Monrovia qui avait été détruit pendant la guerre civile. Utiliser un mixeur pour préparer son pain. Un geste anodin, mais pour cette boulangère de Monrovia, c'est une aide indispensable. Sans électricité, impossible d'assurer chaque jour l'approvisionnement en nourriture des quelques 200 familles qui vivent dans ce bidonville de la capitale du Libéria. Longtemps dépendante d'un générateur électrogène, elle bénéficie aujourd'hui de la remise en route de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee. Elle a pu baisser ses coûts de production de près de 70%. Avant, lorsque nous devions utiliser une machine, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, cela nous coûtait entre 14 et 19 € pour faire tourner le groupe électrogène. Aujourd'hui, une semaine de courant nous coûte environ 45 €. Cela revient bien moins cher et ça aide mon entreprise. La compagnie publique d'électricité de Libéria a démarré la première des 4 turbines de la centrale hydroélectrique au mois de décembre. Le barrage avait été en grande partie détruit pendant la guerre civile qui a secoué le pays entre 1989 et 2003. Depuis, il a été reconstruit, notamment grâce à des financements américains et européens. Cela a été un véritable défi de la redémarrer parce que le réseau électrique n'était pas prêt. Nous avons réussi à surmonter ces problèmes et nous avons commencé à distribuer le courant. Avec cette turbine, le pays a vu sa production électrique multipliée par 2. Mais la plupart des infrastructures sont endommagées et les coupures de courant restent fréquentes. Sans compter les problèmes liés au vol, les branchements frauduleux absorbent près de 40% de la production nationale. Autant de défis à relever au Libéria, où seuls 2% des habitants sont reliés au réseau. À l'international, rendons-nous en France, où l'ex-premier ministre et candidat à la présidentielle François Fillon a été mis en examen pour détournement de fonds publics. Il s'agit d'une première pour un candidat majeur dans la course à l'Élysée.
Quelques heures avant l'annonce officielle de sa mise en examen, François Fillon ironise devant la Fédération des chasseurs. Dans cette campagne présidentielle où les balles volent bas, je peux vous confier en souriant qu'il ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs. Les chefs d'accusation, détournement de fonds publics et recel d'abus sociaux notamment. Cette mise en examen constitue le tout dernier épisode d'un feuilleton qui a commencé le 25 janvier dernier avec les révélations du Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire, l'épouse de François Fillon a été employée comme assistante parlementaire pendant 8 ans. Problème, les journalistes disent n'avoir retrouvé aucune trace de son travail. Dans la foulée, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire. 5 jours plus tard, le 30 janvier, François Fillon et son épouse sont entendus pendant plusieurs heures par les policiers. Les perquisitions s'enchaînent à l'Assemblée nationale notamment. Et le Canard enchaîné revoit les chiffres de salaire à la hausse. Pénélope Fillon aurait été en fait rémunérée plus de 830 000 € bruts entre 1988 et 2013. En plus de son épouse, on apprend que François Fillon a aussi employé 2 de ses enfants comme assistants parlementaires au Sénat. Et pas pour des missions ponctuelles comme il l'avait d'abord annoncé. Marie et Charles Fillon sont eux aussi au cœur de l'enquête. Autre élément qui intrigue les enquêteurs, la collaboration de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes, rémunérée 100 000 € bruts. Seule trace connue de son activité, 2 notes de lecture. Le 16 février, le rapport de police est remis au parquet financier qui va, une semaine plus tard, le 24 février, ouvrir une information judiciaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration. Le 12 et 13 mars, 2 autres dossiers intéressent les juges. Des vêtements offerts à François Fillon pour 48 000 €, dont une partie en liquide. Un cadeau qui fait craindre un possible conflit d'intérêts. Et des virements bancaires rétrocédés par ses 2 enfants, Marie et Charles Fillon, correspondant à une partie de leur rémunération en tant qu'attachés parlementaires, reversés sur le compte commun du couple. Le Grand Bazar d'Istanbul, l'un des plus anciens marchés du monde, s'offre une cure de jouvence à 554 ans. De grands travaux y sont en cours pour stopper les fuites d'eau et la dégradation des voûtes. Dans la brume ce matin, les ouvriers s'activent sur l'un des plus anciens toits du monde, celui du Grand Bazar d'Istanbul. Briques cassées, façades abîmées, vitres fragilisées, vieux de plus de 550 ans, le marché construit sous l'Empire ottoman se refait une beauté. Mais aujourd'hui, la Turquie doit faire face aussi à de multiples attentats, une tentative de coup d'État l'année dernière et des tensions politiques. Bien sûr, il est question d'une baisse des visites cette année. Mais à vrai dire, le Grand Bazar possède une armée à lui tout seul, avec ses commerçants pour lutter. Il y a près de 3000 boutiques ici et presque 30 000 employés. À l'intérieur, le temps a marqué aussi les voûtes, les colonnes et les fresques d'époque. Les travaux sont donc plutôt bien accueillis par ces vendeurs d'or ou de vases artisanaux, alors que les touristes sont moins nombreux à arpenter ces allées tortueuses. La Turquie, c'est Istanbul. Istanbul, c'est le Grand Bazar, la mosquée Sultanahmet. Et je pense naturellement que ces travaux vont avoir un impact positif. Au moins, quand ils seront terminés, il y aura une ventilation dans le marché pour l'été. Pour l'hiver, les températures seront agréables. Puis le nouvel aspect prêtera à accueillir les gens. Ils font bien de rénover, ce n'est pas une mauvaise chose, il faut arranger ce pays. Regardez, ça part en ruine, il y a de l'eau là-haut, des trous se sont creusés au-dessus des boutiques. Lieu emblématique d'Istanbul, le Grand Bazar a été le théâtre de scènes mythiques, comme une course-poursuite de James Bond à moto sur le toit dans le film Skyfall. Au total, la rénovation du marché de plus de 100 000 mètres carrés aura coûté près de 50 millions d'euros. Enfin, sur le continent américain très peu connu, l'histoire des Juifs de Bolivie a été récemment mise au jour. Elle a ainsi permis de savoir qu'un industriel allemand a sauvé du pire beaucoup de membres de cette communauté. Les traces de la présence d'une communauté juive à La Paz sont discrètes. Un seul petit lieu de culte pour une communauté d'environ 130 personnes. Les jeunes, une fois qu'ils terminent leurs études secondaires, vont étudier à l'étranger. Et il n'y a pas vraiment de futur pour leur judéité ici. Pourquoi ? Parce que démographiquement, notre nombre diminue.
Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 40, près de 15 000 Juifs vivaient en Bolivie, selon le Cercle israélite bolivien. Des milliers d'entre eux y ont trouvé refuge grâce à un Schindler bolivien, l'entrepreneur minier Mauricio Hochschild. Il a sauvé beaucoup d'âmes de l'Holocauste, en les amenant en Bolivie et en créant du travail pour eux. Et il a rencontré beaucoup de difficultés, il faut dire, car les immigrants avaient différents métiers. C'étaient des médecins, des agriculteurs, mais aussi des professeurs. Ils n'étaient pas tous familiers avec le monde agricole. Grâce à lui, 9000 Juifs auraient échappé à l'Holocauste. Des documents de la corporation minière bolivienne, laissés à l'abandon pendant des années, attestent de son travail. Désormais classés Mémoire du monde à l'UNESCO, ces documents sont une page importante de l'histoire des familles des survivants. C'est beau ce qui s'est passé ici. Nous remercions la Bolivie qui a ouvert ses portes. C'est l'un des rares pays à l'avoir fait, à avoir accueilli les réfugiés qui tentaient d'échapper à la guerre. Ce n'est pas tous les pays qui l'ont fait et pour cela nous serons éternellement reconnaissants envers la Bolivie. Dans les Yungas, à l'ouest du pays, un musée témoigne du passage des Juifs aidés par Rothschild. Mais les membres de la communauté ont depuis longtemps quitté la région. Si la Bolivie a été une terre d'accueil pour des milliers de familles durant la guerre, seul un petit nombre d'entre elles en ont fait leur patrie. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.